comme par hasard, il a fallu que vous donniez la parole à Maître Bertosso avant moi, un peu en contradiction avec lui, voilà, pour essayer de rendre un peu vivant les échanges. J'ai comme le sentiment que du point de vue du constat, je partage les constats de Maître Bertosso, mais à une différence près, c'est que lui se sent un peu responsable et coupable de ce que l'organisation marche ou ne marche pas pour avoir été associé à la rédaction des textes. Donc il ne veut pas dire aujourd'hui j'ai échoué. Mais en fait, ils ont échoué. Les textes ne sont pas bons. Il faut avoir le courage de dire. Le maître Robert Dossou dit il faut élire l'Assemblée nationale et le Parlement de la CEDEAO. Je suis tout à fait d'accord. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'Assemblée aujourd'hui. Il n'y en a pas de Parlement. La définition d'un Parlement, c'est l'élection des représentants. Vous pouvez mettre un mode transitionnel comme vous voulez, mais il n'y a pas encore de Parlement à la CEDEAO. Il n'y en a pas. Donc il faut avoir le courage de dire qu'il n'y en a pas. Donc on n'a pas prévu. Parce que connaissant les convictions démocratiques de Robert Dossou, je le voyais mal en train de proposer une assemblée désignée. Une assemblée désignée. C'est bien l'assemblée. Mais c'est ce qu'ils ont proposé en disant en attendant, non, vous faites la chose, vous ne le faites pas bien. Voilà. Et pour avoir donné de mauvaises habitudes aux gouvernants de l'époque, ils ont pris goût et ils ont continué dedans. Depuis 2010. Depuis 2010, la période de transition du Parlement transitaire est censée terminer. Mais on est en 2024 et on n'est même pas sûr qu'on évolue avant 50 ans encore. Moi, je reste convaincu. Mais là où moi, ce que je veux apporter de plus ou de différent à ce que Maître Bertosso a dit, c'est l'analyse des causes. Pourquoi en est-on là? Et rassurez-vous, j'ai beaucoup écouté Robert Dossou, c'est un aîné. Je pense qu'un intellectuel béninois ne peut pas ne pas l'avoir écouté au moins 250 fois dans sa carrière. Donc je l'ai beaucoup écouté. Et je retiens des choses contre lui aujourd'hui. Et l'une des choses que je retiens contre lui, c'est ce qu'il appelait le compromis trouvé lorsqu'il voulait faire la Charte africaine des droits de l'homme. Est-ce qu'on devait aller dans la conception occidentale des droits de l'homme pur sang et puis on s'arrête là? Ou bien on apporte une spécificité africaine en parlant des peuples, parce que le droit des peuples, les Blancs ne connaissaient pas. Donc ils se sont battus. Il a raconté plusieurs fois sans savoir que je retenais ça. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le débat sur l'unanimité de la démocratie dans nos sociétés. Tant qu'on n'a pas compris ça, on est à côté de la plaque. Est-ce que les Africains de la sous-région veulent, oui ou non, la démocratie? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas de la démocratie qu'ils ont trouvé des compromis comme ça dans les textes? C'est le même compromis que du temps de la Charte africaine des droits de l'homme. Pourquoi? Historiquement, en 1975, quand la CEDEAO a été créée, aucun État n'était légitime. C'était tous des putschistes. Moi, j'étais encore au Togo, parce que l'histoire a voulu que mon père fuit la révolution béninoise, et on s'était installé au Togo. Il y avait une chanson d'animation politique qui racontait que Yadema qui a eu l'idée, il est allé voir Gohan, et on chantait tous cette chanson-là. Mais c'est les deux qui ont créé ça, Yadema démocratique, je ne sais pas. Gohan démocrate, je ne sais pas. Et donc, l'intérêt de la réflexion, c'est de faire une comparaison avec ce qui s'est passé en Europe de l'Est. Ça, on ne le fait pas souvent. En 1990, Africains et Europe de l'Est, nous étions au même niveau de démocratie, c'est-à-dire niveau zéro. Niveau zéro. Eux, ils étaient dans la démocratie populaire, sous l'autorité de la Russie, de l'Union soviétique, etc. Et voilà, la chute du mur de Berlin, la dislocation du bloc de l'Est, et ils se sont retrouvés, la chance qu'eux, ils avaient,
c'est qu'ils se sont retrouvés avec leurs collègues européens de l'Ouest qui construisaient déjà une démocratie depuis 1945. Donc, quand ils ont voulu, ils se sont retrouvés comme ça, déliés de tout engagement de l'Est, et qu'ils ont été tentés par l'Europe de l'Ouest, on leur a dit, vous pouvez venir à tout moment, mais à condition de remplir telle ou telle condition. On leur a donné un panier de conditions remplies. Le problème chez nous, c'est le contraire. Quand on s'est retrouvé libéré en 90, c'est encore la CEDEAO qui nous accueille, et c'est encore les mêmes touchistes. Comment voulez-vous qu'ils s'imposent à eux-mêmes des conditions démocratiques qu'ils n'ont jamais respectées depuis 1975? C'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc ça, c'est le premier facteur historique. Le deuxième facteur, il est actuel. Moi, j'observe encore dans l'espace de la CEDEAO. On a un problème intellectuel. Avouer que l'option démocratique ne fait pas encore l'unanimité dans le milieu intellectuel, politique de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez encore beaucoup d'intellectuels, on les recrute, ce que j'appelle les contestations soft, douces. On les recrute parmi les historiens, les anthropologues, qui disent souvent la démocratie qu'on nous sert là, c'est la démocratie occidentale. Il faut qu'on retourne nous-mêmes dans notre culture, nous allons trouver des traces de démocratie parce qu'on en a connu par le passé et puis on cite aussi des trucs. Moi, je n'ai rien contre. Sauf qu'à l'arrivée, on fournit aux politiques des arguments pour contester la démocratie. On nous dit par exemple que dans notre société traditionnelle, nous ne connaissions, le chef ne connaît pas son successeur de son vivant. En conséquence, le président ne doit pas connaître son successeur tant qu'il est vivant. On nous dit, on ne parle pas, on ne conteste pas l'aider. Mais moi, si je dois contester Robert Dossou maintenant, je le fais avec beaucoup de gains, malgré mon autonomie de pensée. Donc, on a quelques freins, pas freins. On a des choses comme ça dans nos sociétés dont les anthropologues, les sociologues et les historiens s'inspirent pour contester la démocratie telle qu'elle se déroule aujourd'hui. En face, il y a ceux qui sont plus radicaux, ce que j'appelle la contestation rare. Eux, ils sont beaucoup plus durs. C'est les économistes, c'est souvent les juristes publicistes qui contestent catégoriquement la démocratie. Eux, ils font le lien entre la démocratie et le développement. Et ils vous disent de façon péremptoire que dans l'histoire de l'humanité, jamais la démocratie n'a permis à un peuple de se développer. Au contraire, il faut d'abord faire le développement sous la dictature et puis ensuite seulement redistribuer, accorder des libertés. Ces courants de pensée existent encore chez nous, ce qu'on n'a plus en Europe, ce qu'on n'a plus en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on cherche l'approfondissement de la démocratie. En Europe de l'Ouest, on cherche l'approfondissement de la démocratie. Mais chez nous, on la conteste encore au jour d'aujourd'hui. On continue de la contester. Et il y a ces deux courants puissants qui contestent encore la démocratie. Moi, je vois ce qui se passe chez nos voisins du Togo, puisque j'ai un penchant pour le Togo. Tout ce que je considère comme étant la hiérarchie de droit public CADES au Togo sont tous avec le régime en place. Et on ne peut pas dire que le régime du Togo soit démocratique. On les connaît. La hiérarchie du droit public au Togo, c'est quoi? C'est Hadji, c'est Kokoro, Nokoda, Kokoroko, Konake, tous, on connaît. Je ne vais même pas parler des maîtres assistants. Ils sont tous du côté de l'IFOR et à l'IFOR. Et c'est eux qui proposent des révisions comme ça, et on applaudit. Et donc, au-delà de ce problème d'absence d'unanimité sur le principe démocratique dans notre sous-région, il y a en réalité, ce qu'on ne dit pas assez franchement, c'est le problème francophone. Le problème de la CEDEAO, c'est les francophones. Si vous regardez bien. Le problème de la CEDEAO, c'est les francophones. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire de nos pays anglophones, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Libéria, je n'ai jamais vu une révision constitutionnelle qui ait induit un débat sur la nouvelle constitution, un débat sur la nouvelle république, un débat
que les compteurs soient remis à zéro. Mais c'est quand même nos frères voisins. On travaille avec eux au quotidien. Mais il n'y a que dans l'espace francophone que vous entendez, dès qu'il y a une révision constitutionnelle, attention, on remet les compteurs à zéro. Et ce débat est animé par tous les intellectuels. Mais il y a un problème francophone à l'arrivée. Si on n'est pas capable de creuser cette affaire, pourquoi les Britanniques ne font pas ça? Et les anglophones ne font pas ça? On a vu George Weah partir et danser sur des places publiques après. On sait qu'au Ghana, Nana Akufo va partir sans coup férir. On a vu Buhari partir avant sans que personne ne s'en plaigne. Mais c'est toujours dans l'espace francophone qu'on a un problème. Donc il faut qu'on se remette en cause à un moment donné. Peut-être qu'il faudra à l'avenir, pour ce type d'échange, faire venir nos frères francophones, anglophones, pour qu'on sache pourquoi eux ne fonctionnent pas comme ça, et que c'est seulement nous qui fonctionnons comme ça. Nous sommes les rois de débats inutiles, des débats futiles. Vous allez à l'université, vous rencontrez dans une fac de droit des débats sur oui ou non, il y a une nouvelle république parce qu'il y a révision constitutionnelle. Des fois, je m'étonne, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Après, on joue. Donc, il faut pouvoir accepter cette chose. Je suis tout à fait d'accord avec Maître. On ne sait plus comment l'appeler d'ailleurs. C'est pas ministre, c'est le doyen, c'est pas le c'est le bâtonnier, donc, parfois il vaut mieux l'appeler Robert sous le nom de révérence, n'est-ce pas, grand frère? Donc, en fait, quand on en arrive là, je me dis, il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? C'est ce que je proposais depuis toujours. Nous sommes dans une organisation sous-régionale depuis 1975, 49 ans, il n'y a jamais eu un référendum. Jamais un seul. Jamais. Et on dit qu'on est démocrate. Allons à un référendum. Proposons un sujet simple. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, d'être membre de la CEDEAO? Ou on ajoute de façon subtile de la CEDEAO démocratique. Moi, je serais convaincu que le référendum va l'emporter, le oui va l'emporter. Mais si ce oui l'emporte, ça oblige tous ces chefs d'État qui vont le tard dans la démocratie. En fait, c'est les gouvernants qui vont le tard, ce n'est pas les peuples qui retardent la CEDEAO, c'est les gouvernants. Et donc, si le référendum vient leur imposer un mandat de démocratie, je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix que de s'allier. Et puis après, on va renforcer la culture du référendum, faire contribuer, parce que tout le monde sait, dans les pays francophones aujourd'hui, vous faites une élection, vous êtes sûr s'il n'y a pas de fraude dans une élection, dans un pays francophone, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Voilà, l'élection chez nous, dans le pays francophone, c'est d'abord la fraude. Ça se définit par mot fraude. Et quand on n'est pas d'accord, on est hypocrite. Il y a les fraudes matérielles, les fraudes légales, les fraudes institutionnelles, il y a tout dans l'espace francophone. Donc il faut peut-être qu'on aille vers la culture du référendum pour renforcer la culture démocratique. Et seulement après, je pense qu'on saura mettre la pression sur les gouvernants pour qu'ils aillent dans le sens que nous voulons. Je vous remercie.